Alors, je me présente. Je suis maître des arts esthéticienne. Je suis professeur à la faculté et avocat, honoraire, spécialisé en droit pénal. Ce matin, j'ai écouté avec attention tout ce qui a été dit et j'ai été frappée par une chose, c'est la présence, quasiment exclusivement, de personnes dans le médical autour des sciences humaines, de l'accompagnement. Pas un seul juge qui s'est manifesté, pas seulement par un seul avocat qui s'est manifesté. Ça m'a frappé. Vous êtes près de 500 personnes dans cette salle, dans ce bâtiment. Vous venez pour un colloque autour de l'autisme et du trauma. Par définition, le trauma s'inscrit, ou a vocation à s'inscrire dans une résolution juridique. Et les acteurs du monde judiciaire sont absolument absents. Alors moi je suis là comme débutante, j'ai l'impression que vous connaissez beaucoup plus de choses que moi en général. C'est bien connu, hein, on ne connaît pas grand-chose dans les juristes. Mais ce que j'aimerais vous apporter, c'est le regard du débutant que je suis et que je suis encore sur la matière judiciaire. C'est-à-dire de vous donner des clés de lecture, des clés de compréhension du gouffre qui existe entre vos pratiques professionnelles, vos sentiments, vos ressentis, et la conclusion que cela peut avoir sur le prétoire, dans le prétoire, et sur le procès pénal. Voilà, donc ce que je vais vous offrir, c'est un regard de débutant. Et pourquoi je ne mets pas de slides? Au début, je voulais faire des slides, j'adore les slides. On adore tous les slides. Parce que je me suis dit que le slide, ça allait transformer mon intervention en quelque chose de l'ordre de la pédagogie pénale, de vous mettre des petites flèches, des petits schémas sur le code pénal. Et c'est pas ça que je veux vous transmettre. Ce que je veux vous transmettre, c'est l'émotion du droit dans le regard que vous pouvez porter sur le spectre du trouble de l'autisme. C'est ça ce que je vous transmets, donc il n'y aura pas de slide. Parce que mon intervention n'a pas une vocation de vous faire connaître ou comprendre des articles de loi, c'est de vous faire comprendre l'esprit du droit. Et cet esprit du droit, il a vocation à vous aider à ne pas sentir l'injustice, mais la comprendre. La comprendre et la transmettre à votre patientèle, la comprendre et la transmettre aux personnes que vous accompagnez, comme éventuellement proches aidants ou personnes entourées de gens qui vivent le traumatisme. Ce matin, il y a eu des transmissions extrêmement variées, extrêmement riches. On a évoqué la mémoire traumatologique. On a évoqué la distinction entre le trauma et la réalité des traumatismes. On a évoqué également toute la question de la temporalité du traumatisme. Je vous ai écouté, je me dis, mais comment se fait-il que toute cette connaissance n'aboutisse pas au niveau juridique et au niveau de la procédure pénale? En général, on aime bien les récits, les êtres humains, ils aiment bien le récit. Ce qui m'a convaincue de travailler dans la victimologie, c'est j'étais toute jeune avocate, je devais avoir 20 ans, peut-être un peu plus âgée, 25. Je suis convoquée pour une confrontation victime. Alors la confrontation victime, pour les personnes qui ne le savent pas, je le dis pour ceux qui ne le savent pas, je m'en excuse pour les gens qui le connaissent. Une victime, je vais dire une personne victime parce que je n'aime pas l'essentialisation. Une personne victime est dépose plainte. Et dans le cadre de l'enquête, elle est convoquée pour être confrontée aux auteurs présumés de l'infraction qu'elle dénonce. Confrontation victime est demandée en général par le procureur de la République ou le juge d'instruction. Et cette confrontation victime a vocation à permettre la confrontation des récits. J'arrive dans un commissariat absolument honteux, avec un officier de police judiciaire visiblement fatigué par sa journée, dans un local extrêmement exigu, et ça compte. Et une jeune femme, visiblement avec un handicap, ou porteuse de handicap autour de ses fonctions cognitives, victime de ce qu'elle considère et dénonce comme être un viol. Et en face, ces trois agresseurs, présumés agresseurs à ce stade de la procédure, accompagnés de leurs trois avocats, commis d'office. Cette scène
ce commissariat miteux, sans les apparats du procès pénal en début d'enquête, cette jeune femme fragilisée, marquée visiblement par un traumatisme, à quelques mètres, parce que ce n'est pas le procès pénal, ce n'est pas un tribunal, on n'est pas séparés, il n'y a pas des espacements, à quelques mètres de 3 individus, chacun défendu par 3 avocats défense. J'étais seule, j'avais 20 ans, j'étais commis d'office, et j'étais en face d'avocats défense. Et là, on n'est pas dans de la théorie, on n'est pas dans de la doctrine, on est brutalement confronté à la difficulté de ce que ça veut dire être une personne victime dans le procès pénal. Et c'est le quotidien des commissariats, c'est le quotidien des tribunaux correctionnels. C'est formidable le procès de Mme Bellico pour l'avancement du statut des personnes victimes. C'est formidable. Mais il y a beaucoup de femmes, d'hommes, des publics vulnérables, des personnes porteuses de handicap. Personne ne les accompagne à la sortie de l'audience pour leur donner des fleurs. C'est là-dessus que j'aimerais vous donner un regard. C'est sur cette réalité des méandres de la procédure pénale pour la quotidienneté, pour la banalité de la difficulté de l'institution judiciaire, de la justice française, à prendre en charge les victimes. Je diviserai mon intervention en 3 temps qui, selon moi, correspondent à ce que j'ai envie de vous transmettre ou de donner dans le cadre de ce colloque. De vous faire comprendre d'abord la différence entre le langage juridique et le langage médical, psychologique, psychanalytique, enfin toutes les obédiences que vous connaissez bien mieux que moi. C'est la première chose sur laquelle vous pouvez travailler. Ça vous donnera des clés de compréhension de ce que vous pouvez ressentir comme des incompréhensions. Dans un deuxième temps, je vous expliquerai la différence entre ce qui est écrit ici, à savoir le trauma, et la question des victimes en procédure pénale. Il y a un gouffre énorme, et encore plus que la victime, la notion de préjudice en droit. Et dans un troisième temps, j'essaierai vraiment d'adapter mon intervention pour vous donner des clés de lecture de ce qui est difficile pour une personne victime à chaque étape de la procédure pénale, c'est-à-dire du dépôt de plainte jusqu'à l'indemnisation, en insistant sur la problématique spécifique des personnes qui sont porteuses, qui sont autistes, et qui vont avoir des difficultés spécifiques sur les questions de preuve, sur les questions d'interrogatoire, sur les questions de dépôt de plainte. Voilà, c'est le programme. Alors, le langage juridique. Quand vous appréhendez un vocabulaire médical, ou un vocabulaire, je ne connais rien du tout, hein, j'ai l'impression, en tout cas de ce matin, les intervenants, le vocabulaire, les mots que vous mobilisez, ils ont pour objet de soigner, de diagnostiquer, éventuellement d'informer. C'est-à-dire que c'est les mots mobilisés sont des mots qui ont pour objet d'accroître la complexité du réel, d'accroître, d'étendre l'univers dans lequel on vit. Le droit n'a pas cette fonction-là. Le droit n'a pas cette fonction-là. Le droit a une fonction performative. Le droit a d'abord une fonction d'arbitrage. C'est très important de comprendre pourquoi. Parce que si le droit a une fonction d'arbitrage, le droit fonctionne forcément en 2 catégories. C'est un langage binaire. C'est un langage informatique. Vous fonctionnez en 1 ou 2. Vous êtes consentant ou pas consentant. Vous êtes mineur ou majeur. Vous avez un trouble vous avez un handicap, vous n'en avez pas. Toute la complexité de la discussion sur le traumatisme ce matin ne peut pas être reçue par la règle de droit, parce que le droit a besoin d'arbitrer un conflit. Et ça, c'est très important à comprendre, parce que, en fait, en comprenant la difficulté du paradigme juridique, en comprenant la difficulté de la structure des mots en droit, eh bien, vous comprenez la potentielle injustice. Tout à l'heure, j'ai été extrêmement par le docteur Salomon, je ne sais pas si vous revenez, peu importe encore, elle disait de la manière dont il faut insister pour qu'on puisse croire
les victimes. Mais ce n'est pas une question de croyance des victimes, c'est une question de preuve. Il y a une énorme différence entre le fait de croire les victimes et le fait de faire reconnaître le préjudice qu'on peut croire sans preuve en droit. Un juge peut croire la victime. La question n'est pas de l'ordre de la croyance, la question de l'arbitrage. Alors, la problématique, c'est que ce soit pour le handicap, ou que ce soit pour la question du préjudice, du traumatisme, dans les deux cas, et c'est ça qui est compliqué à comprendre, c'est que la règle juridique est nécessairement insatisfaisante. Elle ne peut pas être satisfaisante. D'abord, parce que les mots, qui sont des petites éponges à sens, sont systématiquement soit trop précis, soit général. Soit trop général. Ce serait comme essayer de faire rentrer un pied trop grand dans une chaussette trop petite. Alors, je vous prends un exemple que j'aime bien, la tentative. La tentative de vol par exemple, c'est une intentionnalité, un commencement d'infraction et une renonciation volontaire. Je veux voler l'ordinateur, ça serait pas mal en plus, puisqu'il est arrivé au mien. Je tends la main, début de commencement d'infraction, j'ai l'intention de voler l'ordinateur, je renonce volontairement. A priori, c'est pas mal. C'est pas mal écrit. La tentative de viol. Je souhaite violer. Ça veut dire quoi? Le commencement du début d'infraction. Alors, juste pour information, la tentative est punie exactement de la même manière en droit pénal. Quand vous ayez tenté, que vous ayez réussi, c'est pas puni de la même manière. Je désire violer. Un commencement d'infraction, ça commence quand? Tentative de viol. Quand je fais boire la personne. Quand j'ai mis du GHB dans son verre. Quand je lui ai proposé de faire une belote à la maison. Quand est-ce que ça commence, la tentative? Et puis la renonciation volontaire. Vous avez l'agression sexuelle en tournante. Monsieur renonce parce que monsieur débande. Est-ce que débander, c'est volontaire ou pas? Vous demanderez ça à vos conjoints. Mais c'est volontaire ou involontaire? Vous voyez bien qu'il y a une réalité qui ne serait pas fausse. Monsieur, il peut d'un coup prendre conscience de son acte. Je veux dire, bah oui, c'est horrible ce qui arrive à cette pauvre femme. Ou alors, juste, il a eu envie, il a tenté, il n'est pas arrivé. Le débat, puisqu'il y a beaucoup de médecins parmi vous, il pourrait être médical. Mais vous voyez bien qu'il dépasse très largement le médical. Donc, ça, c'est la première problématique. La problématique du droit, c'est soit vous êtes trop précis, soit vous êtes trop large. Et dans tous les cas, c'est toujours insatisfaisant. La deuxième problématique, c'est que le mot en droit, il est politique. Le mot en droit est politique parce qu'on oublie un peu les normes sur lesquelles vous travaillez dans votre pratique professionnelle. Toutes les normes que vous pratiquez, la déontologie, etc., c'est d'abord l'objet d'un débat démocratique. C'est-à-dire que ça a été discuté dans l'hémicycle. Et qui dit débat politique autour d'une norme, dit forcément que la norme va incarner les tensions politiques. Comme disait Clausewitz, la politique, c'est définir les mots. Faire de la politique, c'est faire acte de violence. Et la violence, elle va se retrouver dans la norme juridique. Quand vous travaillez sur la notion du handicap, la notion du handicap, comment on est passé d'aliéné à infime, incapable, handicapé, personne en situation de handicap. Mais ça, c'est politique, ces évolutions-là. En fait, c'est la perception collective qui va se jouer à cet endroit. C'est pas juridique, hein. Donc, deuxième problématique du droit, c'est la dimension politique de la norme. Et troisième élément qui va être compliqué à appréhender dans le langage juridique, c'est les impensés.
Alors ça, c'est votre spécialité normalement, les avancés. J'ai appris aujourd'hui qu'on disait, il manque un mot, il manque du mot, il manque le mot. Je vois tous les psychologues arriver. Moi, j'aime pas trop le mot viol. J'aime pas trop le mot viol parce que le mot viol, ça a deux sens, c'est violare. Violare, ça veut dire briser le tabou en latin. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est de l'ordre de briser la sacralité. Et bien moi, je suis persuadée que sur la question d'un lever d'anonymat, d'un lever de huis clos en matière de viol, en fait, le fait que même le mot porte encore l'idée du tabou presque religieux, c'est gênant. Et viol, c'est aussi le vice. Le vice en latin, ça veut dire la force et la puissance virile. Vous voyez comme dans un seul mot qui va être mobilisé dans la norme juridique, il va avoir des inscriptions, en fait, des impensés. Et le juge, j'ai beaucoup de respect pour les magistrats, c'est des personnes extrêmement qualifiées, qui travaillent beaucoup. Mais vous voyez bien que le juge ne peut pas se permettre de faire ces analyses qu'en tant qu'universitaire fumeuse, je peux développer. C'est pas possible de faire ça, il n'y a pas de temps. Tout ça, ça va jouer sur la norme. Et comme le droit, c'est que la mobilisation de la norme, et bien, il va avoir des conséquences qui vont être quand même importantes sur le procès pénal. Voilà, donc, alors la conclusion de ça, sur le langage juridique, la conclusion de ça, c'est qu'au moment où, en fait, très concrètement dans vos pratiques, vous êtes confrontés à des personnes qui ont été abusées, des personnes qui ont vécu des traumatismes, et vous vous posez la question de savoir est-ce qu'il faut porter plainte ou pas. Si la personne dépose plainte, on y reviendra, il faut que vous arriviez à pouvoir donner une petite explication d'un langage juridique qui est forcément inadapté et qui va créer ce qu'on appelle de la survictimisation. Parce que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que si je porte plainte, est-ce que je ne vais pas être encore plus traumatisée par mon dépôt de plainte? Moi, j'ai été frappée tout à l'heure dans un schéma, je pense que c'est le schéma de Madame More. Vous aviez le traumatisme des personnes ayant des troubles du spectre de l'autisme, parcours judiciaire. Vous l'avez vu, la petite balance? Ça m'a frappée. C'est porteur de sens quand même, de signifiant. Voilà, donc le langage, le fait un peu ce prolégomène sur le langage juridique, il a pour objet de vous permettre de comprendre le sentiment d'injustice sur la mobilisation des mots. Vous pouvez voir même, je vous parlais du procès de Gisèle Pellico, qui a fait des journalistes qui disaient les partenaires sexuels de Madame Pellico. Bon, pas le bon terme, c'est pas adapté. Voilà, donc le langage, c'est pour moi souvent très très important et bien comprendre tout ce qui se joue autour de la création juridique, à la base des normes qui vont vous permettre la poursuite. Alors, deuxième étape, la question du passage d'une personne qui a vécu un traumatisme à une personne qui va accepter le statut de victime. Je rencontre souvent des psychologues qui, on est dans une logique où il y a tellement de déceptions, de préjugés, parfois de fantasmes, de réalité, hein, mais aussi de fantasmes, sur l'incapacité absolue de la justice française de convaincre les personnes atteintes de troubles du spectre autistique, mais également de personnes tout simplement victimes, à porter plainte. Je n'ai pas vos qualifications, je ne suis absolument incapable de dire si un dépôt de plainte, ça permet ou ça favorise un processus de résilience. C'est pas ma fonction, c'est la vôtre. En revanche, il y a une chose dont je suis convaincue comme avocate, c'est que le dépôt de plainte, c'est la seule manière de sanctionner, c'est la seule manière d'éviter la récidive, et c'est également la seule manière statistique de donner un signal d'alerte au gouvernement. C'est-à-dire qu'en fait, on porte plainte, on ne porte pas seulement plainte pour soi, on porte plainte aussi pour les autres. Et c'est quand même important, il y a une dévalorisation absolue du dépôt de plainte. Je vais essayer de vous donner des solutions pour pouvoir porter plainte au mieux. Mais c'est ma conviction personnelle, je vous la partage. Le dépôt de plainte, c'est nécessaire et c'est utile et c'est encore utile à notre époque. Parce qu'il y a, nous, on peut porter plainte.
grand nombre de pays dans le monde, on ne peut même pas porter plainte. Alors, qu'est-ce qui fait que le droit passe comment on passe du bascule d'un individu qui a vécu un traumatisme à une victime ayant subi un préjudice? Le droit, il a reconnu cette figure de la victime assez récemment, ce qu'on appelle la figure victimaire, j'aime pas beaucoup. La figure victimaire a été reconnue assez récemment en droit, c'est-à-dire que la place de la personne victime a été reconnue à peu près après la Seconde Guerre mondiale, s'est développée dans les années 60 essentiellement, sous la pulsion et l'impulsion juridique de la Cour européenne des droits de l'homme et des conventions internationales sur le sujet. Le droit ne connaît que de la victime. Elle ne connaît pas le traumatisme. On peut être traumatisé et être victime. On peut être victime sans être traumatisé. C'est tout à fait possible. Pourquoi le droit ne connaît que de la personne de la victime et pas la question du traumatisme? Parce que, pour reprendre cette idée d'arbitrage du droit, pour reprendre cette idée que le droit arbitre, il y a besoin d'avoir une lésion. C'est la lésion qu'on va reconnaître en droit. C'est le fait qu'il y a un préjudice lésé. La traumatologie, de vous écouter, c'est quand même un processus qui va s'inscrire dans des temporalités qui sont à la fois immédiates, mais qui peuvent être très longues et qui ne sont même pas continues ou chronologiques. Vous allez pouvoir avoir un déni, puis ce que vous appelez des réviviscences, les psychologues appellent des réviviscences. Vous pouvez avoir comment dire, vous avez des transformations de ce traumatisme, vous avez une pluralité d'expressions du traumatisme. Le droit va saisir ce traumatisme que vous percevez d'un point de vue médical ou psychosocial, et il va le rétracter jusqu'à devenir une lésion unique, susceptible, et c'est le but, d'être indemnisée. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée qu'on passe à un système qui est extrêmement complexe, qui touche l'individu et tous ses proches, à un chiffrage. Combien ça vaut un viol? Combien ça vaut une agression sexuelle? On indemnise à combien un inceste? Est-ce qu'une agression sexuelle pour une personne qui a des troubles du spectre autistique, elle peut se faire indemniser plus? Pourquoi une victime est indemnisée de cette manière et une autre victime est indemnisée d'une autre manière? Pardon, ça dépend plus ou moins si l'avocat est bon. On a un phénomène multifactoriel, le traumatisme. On a un deuxième phénomène multifactoriel, l'autisme. En plus, avec ce que j'ai très bien compris ce matin et qui m'a ouvert les yeux, des confusions diagnostiques. Mais à la fin, ce qu'on veut, c'est juste savoir, on demande combien. Moi, je peux vous le dire, hein, pour un viol, c'est entre 3 000 et 11 000 euros. Voilà. On tire les barèmes. Il y a des barèmes, plus ou moins, on respecte le barème, on tire. Donc, le droit ne connaît pas des différences de traumatisme du DSM, à savoir qu'il n'y a pas de traumatisme de type 1, de type 2 ou de trauma complexe. Il y a très peu de développement autour de tout ce qui est trauma par ricochet. Il n'y a quasiment rien sur tout ce qui est prise en charge, des traumatismes un peu spécifiques liés à des populations vulnérables dont font partie les personnes handicapées. C'est comme s'il y avait un pan de votre travail qui est totalement ignoré par la règle de droit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il convient de comprendre quand on travaille en procédure pénale pour les personnes victimes, c'est la problématique de la preuve. Bon. Comment on fait pour prouver? Bien sûr, il y a des preuves matérielles.
Mais on sait tout ça, problématique de violence sexuelle, ce qu'on appelle la violence sexuelle de voie publique, l'individu que l'on ne connaît pas, le phénomène sériel, fourniéré, avec un couteau qui menace. C'est pas ça la réalité des agressions en France. Comment, pour des personnes qui sont porteuses de handicap, comment on peut saisir, alors elles ont des anxiétés sociales, elles ont des anxiétés, des interrogations par rapport aux forces de police, elles ont des problématiques de communication verbale et non verbale qui peuvent être mal comprises à la fois par les officiers de police judiciaire et les juridictions, encore pire par les jurés d'assises. Comment ça veut dire quoi? Trouver de la preuve. Eh bien moi je vais vous dire, la preuve, elle passe par la conviction de la personne d'avoir été agressée et de pouvoir porter plainte. Une femme est agressée. Si immédiatement, et bien sûr on se doute que personne ne le fait, si immédiatement consciente, sans culpabilité, en se disant « non, j'ai été agressée », elle ne se lave pas, elle va directement au commissariat et elle demande la médecine légale, non seulement sa plainte va être prise, mais en plus, ça va jouer sur le résultat final. Ça va jouer sur la manière dont le procureur de la République va requérir. La preuve en matière de violence sexuelle, en matière de violence tout court, c'est vraiment la capacité de la victime à accepter, c'était dit ce matin, à accepter le statut de victime et à ne pas refuser ce statut parce qu'elle a honte, parce qu'elle culpabilise. Je trouve que c'est intéressant parce qu'à travers cette notion de preuve, vous avez plein de choses qui se passent. Par exemple, quand on est avocat, on va demander typiquement une attestation du psychologue de famille. J'imagine que vous devez en faire pour madame, oui, j'ai pu. Bon. On va demander de la prescription d'anxiolytiques. D'antidépresseurs, ça va être une preuve. On va amener à l'hôpital. C'est intéressant comme lapsus. À l'hôpital, au tribunal. On prend une ordonnance médicale et on va dire oui, madame, elle a pris des anxiolytiques, des antidépresseurs, elle a dû avoir 15 séances de psy prescrites. Regardez, elle est traumatisée. Même la vision qu'on a du traumatisme, ça passe juste par la prise médicamenteuse. On peut être traumatisé sans avoir nécessairement besoin de prendre des antibiotiques, enfin, j'espère. Voilà, donc cet enjeu de la preuve, il est central, il est difficile, mais ça ne veut pas dire que forcément les agressions et les viols, les violences qui touchent les publics les plus vulnérables ne sont pas, acceptables dans le cadre du prétoire. On peut quand même se défendre, c'est un peu optimiste ce que je dis. Bien, parfois on gagne. Bon. Vraiment. Enfin, pas moi, mais parfois oui. Ça, c'est vraiment très important vraiment de souligner cette difficulté de la preuve. Donc, ce qui serait intéressant en termes de travail linguistique sur la norme juridique, ce qui serait intéressant, ça serait d'inclure plus de complexité dans la norme sur la perception du handicap. Pour ça, c'est vraiment l'idée de l'interdisciplinarité, c'est vraiment la capacité des personnes à se regrouper, mais à briser un peu les communautés scientifiques et accepter des rencontres intellectuelles, scientifiques, militantes et associatives qui permettent de faire se rencontrer des connaissances scientifiques et médicales et des personnes qui savent faire de la légistique, c'est-à-dire écrire la loi. Je regarde l'heure. 60 minutes, c'est parti. Troisième étape de mon intervention, comment préparer au mieux du dépôt de plainte jusqu'à l'indemnisation. Alors d'abord, donc, bien évidemment, le choix du dépôt de plainte, ça paraît très important d'en discuter et que la personne qui a un trouble du spectre de l'autisme puisse réfléchir et se saisir elle-même de sa décision, ça lui appartient. Il faut préparer le dépôt de plainte. Un dépôt de plainte, ça se prépare
Trop de personnes vont au commissariat sans réfléchir un peu, même un après-midi, enfin que leurs proches les aident, les accompagnants les aident à travailler sur la différence entre ce qu'on appelle la mémoire traumatologique, ce que vous appelez la mémoire traumatologique, et la mémoire chronologique sur laquelle s'appuie la justice. Quand une personne est traumatisée, elle va parler en termes de son, d'odeur, de ressenti, elle va avoir des choses qui passent par le corps. La justice, et en particulier la justice d'assises, va passer par des étapes qui sont des étapes chronologiques. Il faut des dates, des événements, des lieux. Bon, ça c'est la première chose. Donc vraiment, chronologiser le traumatisme, dans la mesure de ce qui est possible. Ensuite, simplifier le travail des officiers de police judiciaire. Faire des impressions A4 s'il y a des lésions, en couleur, ça joue. Ramener tous les éléments, WhatsApp, tous les éléments qui peuvent être des éléments probatoires. Se faire accompagner, c'est une possibilité. Avoir un avocat, c'est un droit. Aucun avocat ne doit être refusé dans le cadre d'un dépôt de plainte. Ça, c'est pour le dépôt de plainte. Ensuite, vous avez l'enquête. Il me semble que pour les personnes qui ont un trouble du spectre autistique et les personnes porteuses de handicap, c'est très important de prendre le temps d'explication, du temps de l'enquête. Aussi, j'ai remarqué ça, il y a une difficulté à téléphoner aux juridictions pénales. Et vous pouvez tout à fait téléphoner aux juridictions pénales. Il y a des procureurs de mes amis, ont leur téléphone et ils riment pour des dossiers. C'est un peu comme le blocage d'une personne qui n'ose pas rentrer au Bristol pour prendre un cocktail. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non, pas du tout. Vous voyez, les personnes qui ont peur de rentrer dans un lieu qui leur paraît trop inaccessible. Vous voyez un peu d'un point de vue bourdieusien? Eh ben, c'est un peu la même chose avec la justice. Le juge, il n'est pas là, hein. Vous pouvez appeler le greffe, vous pouvez appeler le juge, vous pouvez prendre des considérations sur le commissariat, et c'est important de le faire, de suivre cette enquête. Sur le procès pénal, il faut bien comprendre, et je finirai là-dessus, sur le procès pénal, parce que c'est très court, forcément. Sur le procès pénal, il faut bien comprendre que le procès pénal n'est pas fait pour la personne victime. Le procès pénal, en France, dans une démocratie qui défend les droits de l'homme, elle est d'abord faite pour l'auteur présumé du crime ou du délit. La structure du procès est tournée vers l'auteur du délit ou du crime. Donc, l'incompréhension des personnes autour des problèmes de prescription, autour des problèmes de classement sans suite, autour des problématiques de leur place dans le procès pénal, c'est-à-dire à quel moment je parle, est-ce que je parle, elles peuvent être éclairées par les droits de l'homme, elles peuvent être éclairées par la procédure pénale, et le fait qu'effectivement, en France, eh bien, il y a un certain nombre de structures, on peut être d'accord ou pas d'accord, il y a un certain nombre de structures et de normes qui visent à protéger la personne d'un procès qui ne serait pas équitable. C'est vraiment comme ça qu'il faut lire le procès. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on ne parle pas de victime. L'avocat, c'est l'avocat de la partie civile. C'est uniquement l'indemnisation qu'on vise dans un procès pénal. Voilà, et je vais en terminer là parce que je ne pourrai pas. Voilà. Je vais faire une petite conclusion. Moi, je pense vraiment que sur la rencontre des disciplines, enfin, ce colloque me le confirme, elle est essentielle et déterminante. Donc n'hésitez pas à faire la rencontre d'acteurs du monde judiciaire. Merci beaucoup.